Je n'ai jamais attendu d'applaudissements. Je n'ai jamais demandé à être le centre de l'attention. Mais je m'attendais à ce que ma propre famille soit présente le jour le plus important de ma vie. Je leur ai envoyé un texto quelques jours avant. Mon mariage est ce vendredi. J'adorerais vous voir tous. C'était tout. Pas de culpabilité, pas de pression, juste une invitation. Ma sœur a répondu la première, d'un ton froid et direct. Nous sommes occupés. Ne nous attends pas, puis mon père est intervenu, comme une gifle en plein visage. Arrête d'être si dramatique. J'ai juste tapé un mot. D'accord. Puis j'ai posé mon téléphone. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà réservé leur chambre d'hôtel, payé leur billet d'avion, et leur avais gardé des places au premier rang. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce mariage n'était pas seulement une célébration. C'était un tournant. Parce que ce soir-là, pendant qu'ils trinquaient au champagne lors d'un brunch sur un toit-terrasse, je suis monté sur une scène où les caméras tournaient, les flashs des reporters crépitaient, avec ma femme d'un côté et le maire de l'autre. Au matin, mon visage était à la télévision locale, mon nom dans les articles, et mon téléphone 110 appels en absence. Vous êtes sur le point d'entendre ce qui s'est réellement passé derrière cette conversation par message. Et quand vous le saurez, vous comprendrez exactement pourquoi je n'ai plus jamais décroché le téléphone. Julien Dubois n'a jamais été le genre d'homme à exiger l'attention. À 34 ans, il s'était construit une vie tranquille et réussie en tant qu'ingénieur logiciel senior à Lyon. Il avait toujours été le pilier, fiable, discret, le type de personne qui ne faisait pas de vagues, même quand il avait toutes les raisons de le faire. La plupart de ses collègues admiraient sa concentration et sa présence calme. Il vivait dans un appartement modeste mais bien conçu avec sa fiancée, Sophie, une architecte d'intérieur douée qui partageait ses valeurs, la dignité, la paix et la construction de choses qui durent. Ensemble, ils avaient façonné une vie ancrée dans le respect mutuel et l'ambition, mais pas l'extravagance. Ils ne publiaient pas chacun de leurs mouvements en ligne. Ils ne cherchaient pas la validation. Mais même les personnes les plus terre à terre ont des attentes en ce qui concerne la famille. La relation de Julien avec sa famille n'avait jamais été simple, mais elle n'avait pas toujours été fracturée non plus. En grandissant, il s'était souvent senti comme le silencieux dans une maison qui ne récompensait que le bruit. Sa sœur cadette, Chloé, de 3 ans sa Benjamine, avait toujours su comment capter l'attention. Que ce soit en jouant dans des pièces de théâtre à l'école, en gagnant des concours de beauté ou, plus tard, en documentant chaque instant de sa vie sur les réseaux sociaux, Chloé maîtrisait l'art d'être vue. Leurs parents, François et Lina, encourageaient cela. Chloé n'était pas seulement la Benjamine, elle était la fierté de la famille. Quand Julien a été accepté dans un programme universitaire compétitif, ses parents l'ont félicité poliment, puis ont orienté la conversation vers le bal de promo de Chloé. Quand il a décroché son premier emploi, ils ont dit « c'est bien », et lui ont demandé s'il pouvait aider à financer l'idée d'entreprise de Chloé. Elle était toujours le centre. Et lui, malgré ses efforts, malgré ses réussites, gravitait toujours autour de sa lumière. Pourtant, Julien ne les a jamais coupés de sa vie. Il croyait, peut-être naïvement, que la constance finirait par lui valoir une reconnaissance. C'est lui qui rentrait pour les fêtes, même quand Chloé ne le faisait pas. C'est lui qui se souvenait des anniversaires, envoyait des cartes et prenait des nouvelles de ses parents quand ils étaient malades. Non par obligation, mais parce qu'il pensait que cela comptait, parce qu'il pensait que ce serait remarqué. Maintenant, à l'approche de son mariage avec Sophie, il croyait que ce serait peut-être enfin le moment où sa présence, son engagement, serait valorisé. Un mariage, après tout, était une étape importante qui rassemble les familles. Lui et Sophie avaient tout planifié avec soin, choisissant une date qui n'entrait pas en conflit avec les vacances ou les voyages d'affaires. Ils avaient envoyé les invitations bien à l'avance, proposé de couvrir les frais de voyage de ses parents et même réservé des chambres dans un hôtel voisin. À l'approche du jour J, Julien pensa qu'un petit rappel pourrait aider, juste au cas où. Il n'essayait de culpabiliser personne, juste de renouer le contact, même brièvement. Alors, il a ouvert la discussion de groupe familial et a tapé un message simple, « Mon mariage est ce vendredi. J'adorerais vous voir tous. » C'était une phrase courte, se terminant sur un ton plein d'espoir, pas une exigence. Pendant quelques minutes, il n'y eut aucune réponse. Puis Chloé répondit presque instantanément, « Nous sommes occupés. » Ne nous attends pas, il n'y avait pas de ponctuation, pas de délicatesse, pas d'excuses, juste ces 5 mots. Froid,
brusque et livrée avec le même ton détaché qu'elle utilisait souvent pour écarter les choses qui ne la concernaient pas directement. Julien resta un moment avec ce message, ne sachant pas comment répondre. Avant même qu'il ne puisse réagir, son père, François, intervint avec une suite qui frappa encore plus fort. « Arrête d'être si dramatique. » C'était comme si même le simple fait d'adresser une invitation à son propre mariage était perçu comme un fardeau. Julien n'a pas discuté. Il n'a pas demandé pourquoi il ne venait pas. Il ne leur a pas rappelé les chambres d'hôtel qu'il avait réservées ou les efforts que Sophie et lui avaient faits. Il a simplement tapé « d'accord ». Puis il a posé son téléphone. De l'extérieur, ce seul mot semblait anodin, mais pour Julien, il marquait un point de rupture dont il ne s'était pas rendu compte qu'il approchait depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement du mariage. Il s'agissait de décennies à se sentir comme le second choix, celui auquel on pense après, celui dont les réalisations n'étaient jamais tout à fait suffisantes. Ce « d'accord » n'était pas passif. Il était final. Il n'a pas tout de suite partagé l'échange avec Sophie. Il n'était pas prêt à le verbaliser. Le silence qui a suivi, à la fois dans la discussion de groupe et dans son propre cœur, semblait plus lourd que la colère. C'était le genre de silence qui survient quand quelque chose se brise doucement en vous, quelque chose que vous ne prendrez plus la peine de réparer. Ce n'était pas l'histoire qu'il pensait raconter lorsqu'il avait fait sa demande en mariage. Il avait imaginé réunir deux familles, commencer un nouveau chapitre dans un sentiment d'unité. Mais ce qu'il a reçu fut un rejet déguisé en indifférence. Et même s'il ne le savait pas encore, ce moment ne marquerait pas seulement un tournant dans sa relation avec sa famille. Il déclencherait une transformation en lui-même. Ce qui avait commencé par un texto mènerait bientôt à un règlement de compte qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Car ce silence, il ne durerait pas. Et quand il se briserait enfin, ce ne serait pas avec des mots. Ce serait avec des actions et avec un projecteur qu'il ne pourrait plus ignorer. Le matin du mariage arriva avec le genre de quiétude qui ne précède que quelque chose d'important. Le ciel était clair, le soleil chaud mais pas écrasant, et une douce brise agitait le ruban de soie blanche que Sophie avait choisi pour border l'allée du jardin. Chaque détail s'était mis en place mieux qu'il ne l'avait espéré. Les fleurs étaient fraîches, le quatuor à cordes arriva à l'heure, et le lieu, un élégant domaine juste à l'extérieur de la ville, brillait sous la lumière du début d'après-midi. Cela aurait dû être parfait. Julien se tenait près de l'autel avec son témoin, Adrien, ajustant les poignets de son costume. Il paraissait calme, voire serein. Mais à l'intérieur, quelque chose manquait. Pas seulement quelque chose, quelqu'un, plusieurs quelqu'un. Malgré tous les efforts de son esprit pratique pour se concentrer sur Sophie, sur leur avenir, sur la joie de la journée, ses yeux ne cessaient de dériver vers les 3 chaises vides au premier rang, réservées à ses parents et à Chloé. Elles restaient intactes. Les marque-places de couleur crème avec leur nom se dressaient fièrement contre les serviettes pliées, intactes et désormais inutiles. Adrien le remarqua. Il ne dit rien tout de suite, mais Julien sentit le regard de son ami vaciller entre les chaises et lui. Julien fit un petit signe de tête comme pour dire « je sais ». Ce n'était pas un choc, après tout, la discussion de groupe avait été claire, mais une partie de lui avait encore espéré, irrationnellement, que quelqu'un se présenterait. Que peut-être son père arriverait en retard, prétextant que le trafic l'avait retardé. Ou que Chloé débarquerait à la dernière seconde, riant comme si son message précédent avait été une blague. Mais le temps passa. Les sièges restèrent vides. Quand la musique changea et que les invités se levèrent, Julien tourna son regard vers le chemin où Sophie apparaîtrait. Et puis, alors qu'elle entrait dans son champ de vision, radieuse, forte et souriant juste pour lui, son cœur s'emballa. Elle était tout ce qu'ils avaient prévu, tout ce dont ils avaient rêvé. Pendant un bref instant, l'absence s'estompa. Il sourit sincèrement tandis qu'elle marchait vers lui. La cérémonie fut magnifique. Les vœux étaient sincères mais simples. Les mots de l'officiant étaient chaleureux et personnels. Amis et parents éloignés souriaient, et essuyaient des larmes et se tenaient la main. Mais pendant tout ce temps, Julien sentait un poids sur sa poitrine. Pas seulement la douleur d'être ignoré, mais quelque chose de plus lourd, de plus froid, une confirmation profonde que ce qui s'était passé dans la discussion de groupe n'était pas un simple affront. C'était une ligne franchie, un message non seulement d'absence, mais de rejet. À la réception, le contraste entre la joie et le silence devint plus marqué. Les parents de Sophie étaient partout, aidant les invités à trouver leur table, étreignant les jeunes mariés, prononçant des discours pleins de chaleur et d'amour.
Son père fit teinter son verre et porta un toast à l'entrée de Julien dans la famille. Sa mère posa une main rassurante sur son épaule en passant. Ils s'étaient pleinement investis, non seulement par leur présence, mais aussi par leur esprit. Sophie, radieuse dans sa deuxième robe, resta près de Julien. Elle savait. Il ne lui avait pas raconté tous les détails de la discussion de groupe, mais elle en savait assez pour comprendre ce que signifiaient les sièges vides. À un moment, elle se pencha et lui dit, « Si tu as besoin de t'éloigner un instant, je te couvrirai. » Il secoua la tête. « Pas ce soir, dit-il. Je suis là. » Pourtant, il ne fallut pas longtemps pour que quelqu'un pose la question. Une tante bien intentionnée du côté de Sophie l'approcha pendant le dîner, un verre de vin à la main. « Votre famille n'a pas pu venir ?» demanda-t-elle doucement. Julien leva les yeux vers elle, cherchant une façon neutre de répondre. Il ne voulait pas gâcher la soirée. Il ne voulait pas mentir non plus. Il offrit un demi-sourire. « Un imprévu, dit-il. » Elle hocha la tête, sentant la tension dans son ton, et s'éloigna. L'orchestre jouait. Les gens dansaient. Le photographe capturait des moments de rire, des verres levés, des enfants se poursuivant sur la pelouse. Et Julien se tenait là, au milieu d'une célébration qu'il avait aidé à construire, avec une douleur qu'il ne pouvait expliquer à personne d'autre qu'à lui-même. Il n'était pas en colère. Pas encore. La colère aurait signifié qu'il attendait plus. Ce qu'il ressentait était plus aigu que cela. Pour lui, c'était terminé. Au moment où la soirée s'achevait et que les invités commençaient à partir, Julien avait pleinement accepté ce que la journée avait révélé, non seulement qui manquait, mais ce que leur absence signifiait. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un conflit d'horaire. C'était un choix. Et il était bruyant, même dans leur silence. Il se tenait avec Sophie sous les guirlandes lumineuses pendant que la dernière chanson jouait, la regardant rire avec ses amis d'université. Il l'aimait plus à ce moment-là qu'il ne l'avait jamais aimée. Elle était son foyer. Elle était sa famille. Et peut-être était cela le vrai cadeau de la journée. Cela n'effaçait pas la blessure, mais cela l'aidait à comprendre exactement où était sa place et, plus important encore, où elle n'était pas. Plus tard, en quittant les lieux main dans la main, Julien jeta un dernier regard aux 3 chaises vides. Toujours là, toujours intactes. Et dans cette immobilité, il sentit quelque chose s'installer en lui, quelque chose de clair, de final. Les places qu'ils avaient laissées vides aujourd'hui n'étaient pas seulement au mariage. Elles l'étaient dans sa vie. Le lendemain du mariage, Julien se réveilla tôt. Sophie dormait encore, blottie sous la couverture, son bras reposant légèrement sur sa poitrine. Par la fenêtre, la lumière du soleil filtrait à travers les voilages, dessinant des motifs silencieux dans la pièce. Cela aurait dû être un moment paisible, le genre que l'on chérit après quelque chose de beau. Mais Julien ne pouvait se défaire du poids sourd qui pesait sur sa poitrine. Le mariage avait été merveilleux à bien des égards, mais une partie de lui, silencieuse et inexprimée, souffrait encore de l'absence qui n'avait pas été là. Il se glissa hors du lit sans réveiller Sophie et se dirigea vers la cuisine. Le café infusait lentement, et il parcourut quelques textos de félicitations de ses amis. Des photos circulaient déjà sur les réseaux sociaux, des invités rieurs, le sourire éclatant de Sophie, eux deux se tenant la main sous les lumières. C'étaient les moments à retenir. Pourtant, il y avait une torpeur qu'il ne parvenait pas à dissiper. Puis son téléphone vibra de nouveau. Un texto de Bruno, un collègue de son équipe au travail. Juste un court message. « Mec, c'était fait exprès ? Je suis abasourdi. » Une courte vidéo était jointe. Julien appuya pour l'ouvrir. Ce qui apparut à l'écran était une vidéo verticale et granuleuse, du genre de celle d'un direct sur Instagram. Au début, c'était difficile à distinguer. Des rires, des verres qui trinquent, un brunch ensoleillé en plein air avec une longue table, des mimosas et des bavardages. Puis il la vit, Chloé, assise au centre comme toujours, parfaitement coiffée, levant son verre pour trinquer à quelque chose hors champ. À côté d'elle se trouvait Lina, sa mère, et François, le reste de la famille, tous réunis, souriant, mangeant, riant. C'était au même moment où Julien se tenait à l'autel, prononçant les vœux qu'il avait lui-même écrits. Son estomac se noua, mais ce n'est pas l'existence de la vidéo qui le brisa. C'étaient les mots. Alors que Chloé tournait la caméra vers le groupe, Lina se pencha, souriante, et d'un ton désinvolte, presque joyeux, elle dit « C'est bien mieux que de s'ennuyer à un mariage barbant, n'est-ce pas ?» Des rires fusèrent autour de la table.
Chloé ne broncha pas. Elle continua simplement de filmer. Julien se figea. Il regarda le clip non pas une, ni deux, mais 4 fois. Cette voix, cette phrase, ce rire. Ce n'était pas une simple absence passive. Ce n'était pas un problème d'horaire. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. Ils avaient choisi de passer cette matinée non seulement ailleurs, mais en célébrant le fait qu'il n'était pas avec lui. Alors que la caméra bougeait légèrement, les yeux de Julien captèrent autre chose. Sur la table, juste à côté du verre à cocktail de Chloé, se trouvait un morceau de papier ivoire plié, avec un éclat de feuilles d'or. Puis, alors que quelqu'un tendait le bras pour prendre une carafe d'eau, le papier se déplaça et se déroula légèrement. Julien le reconnut instantanément. C'était l'invitation qu'il avait envoyée à Chloé 6 semaines plus tôt. Manuscrite, gaufrée, conçue avec soin par Sophie. Maintenant, elle était froissée avec un pli profond au milieu, taché de ce qui semblait être une goutte de jus d'orange. Jetée négligemment à côté d'un croissant à moitié mangé, comme un déchet. Comme lui. Il ne réalisa que ses mains tremblaient que lorsque la vidéo se termina et que l'écran s'assombrit. Son café était intact. La pièce autour de lui était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Dehors, un oiseau chantait quelque part. Dans ce calme, Julien sentit tout le poids du moment s'installer en lui. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la moquerie. Chloé n'avait pas seulement manqué le mariage, elle avait diffusé leur absence. Elle y avait pris plaisir. Sa mère l'avait approuvé. Et l'invitation, censée symboliser l'unité, était devenue un accessoire dans leur performance de mépris. Il pensa à la façon dont il s'était tenu la veille devant ses amis, essayant de ne pas remarquer les chaises vides avec leur nom dessus. Il pensa à la façon dont il avait souri quand les gens lui demandaient où était sa famille, balayant la question comme si elle n'avait pas d'importance. Il pensa à la façon dont il avait dit à Sophie, « Je suis là », parce qu'il ne voulait pas gâcher la journée. Et pourtant, la vérité était là. Pas cachée, pas accidentelle. Elle était publique, volontaire et partagée. Il s'assit à la table de la cuisine et regarda la vidéo une dernière fois. Cette fois, sans émotion, non pas parce que ça faisait moins mal, mais parce que quelque chose en lui avait changé. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée de quelque chose de plus froid, de plus clair, une sorte de détachement qu'il n'avait jamais ressenti envers eux auparavant. Il ne répondit pas à Bruno. Il ne transféra la vidéo à personne. Il la sauvegarda simplement, verrouilla son téléphone et fixa le mur blanc devant lui. Sophie apparut quelques minutes plus tard, les yeux ensommeillés, lui demandant s'il voulait un petit déjeuner. Il sourit et hocha la tête, pas prêt à la mêler à ce qu'il venait de voir. Pas encore. Il lui dirait un jour, mais à ce moment-là, Julien comprit que quelque chose entre lui et sa famille s'était brisé d'une manière qui ne pourrait être réparée. Non pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais à cause de la facilité avec laquelle ils l'avaient fait. Il n'y aurait pas de confrontation, pas d'appel téléphonique dramatique, pas d'appel à l'émotion, juste un changement de temps silencieux. Et à partir de ce moment, il n'aurait plus le pouvoir de le blesser de la même manière. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage, et Julien n'avait reçu aucun mot de personne de sa famille. Pas de texto, pas d'appel, pas même un message de Chloé prétendant qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Pas le moindre signe de regret ou de curiosité de la part de ses parents. C'était comme si le mariage, son mariage, n'avait jamais eu lieu. Julien était assis à la petite table du petit déjeuner de leur appartement, regardant la vapeur s'élever de son café intact. Sophie était au téléphone dans l'autre pièce, riant légèrement avec un client. Sa voix emplissait le silence autour de lui comme une musique qu'il n'était pas tout à fait prêt à entendre. Il ne ressentait plus de colère. Il n'était même plus déçu. C'était passé. Ce qui persistait maintenant était plus calme, plus lourd, un silence qui ne faisait pas mal, mais qui résonnait. C'était l'absence d'attente. Il n'avait pas parlé de la vidéo à Sophie. Pas encore. Une partie de lui ne voulait pas qu'elle emporte le poids. Le mariage avait été un tournant pour eux deux, mais pour Julien, il s'était accompagné d'une fin. Non pas de la joie, mais de la loyauté. Quelque chose s'était brisé en lui quand il avait vu l'invitation écrasée sur cette table de brunch. Il n'allait pas leur dire à quel point ça lui avait fait mal. Il n'allait pas leur expliquer ce qu'ils auraient dû faire différemment, car maintenant, tout cela n'avait plus d'importance.
Il ouvrit son téléphone et fit défiler jusqu'à la discussion de groupe familial. Les messages étaient toujours là. La réponse froide de Chloé. Le commentaire méprisant de François. Rien de nouveau depuis. Pas de « félicitations ». Pas de « nous sommes désolés d'avoir manqué ça ». Pas de « comment ça s'est passé ?» Ce n'était pas le silence de personnes qui laissaient de l'espace. C'était le silence de personnes qui s'étaient résignées à ne pas s'en soucier. Julien appuya sur les 3 points dans le coin. Quitter la conversation. Il marqua une pause, puis appuya de nouveau. Oui. Il alla dans ses contacts et tapa « papa ». Un nom, un numéro, une histoire. Disparu. Puis, maman, puis, Chloé. Un par un, il les effaça sans hésitation, comme on supprime un fichier sauvegardé il y a des années et dont on n'a plus besoin. Non par dépit, non par colère, mais par clarté. Il n'en dit rien à Sophie. Elle remarqua le changement, cependant. Elle remarquait toujours tout. Ce soir-là, après le dîner, elle s'assied à côté de lui sur le canapé, les jambes repliées sous elle, la tête doucement appuyée contre son épaule. Il regardait quelque chose d'insignifiant à la télévision, mais aucun d'eux ne regardait vraiment. Finalement, elle dit doucement, « Ils n'ont pas cherché à te joindre, n'est-ce pas ?» Julien secoua la tête. Elle hésita, puis se tourna vers lui. « Tu sais, nous n'avons pas besoin d'eux pour construire une vie. Nous pouvons construire notre propre famille. Une qui est présente, une qui ne te fait pas te demander si tu comptes. » Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement, la force tranquille dans ses yeux, l'amour qu'elle donnait si facilement, si librement. Et il réalisa quelque chose. Elle n'offrait pas seulement du réconfort. Elle offrait une fondation. « Nous pouvons construire notre propre famille », répéta-t-il lentement, les mots l'ancrant. Une qui est présente. Il lui prit la main et la serra doucement. « Faisons ça. » Et à ce moment-là, sans cérémonie, sans drame, Julien prit sa décision finale. Il n'y aurait pas de confrontation, pas de discours dramatique, pas de plaidoyer émotionnel, juste le silence. Le genre qui ferme les portes doucement mais fermement. Le genre qui ne résonne pas parce qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Ce qui restait de ces liens d'enfance s'était dénoué en fil silencieux et délibéré. Et à leur place, il posait quelque chose de nouveau, de solide, de choisi, de mérité. Il n'attendrait pas d'excuses. Il ne vérifierait pas s'il y avait un message. Il ne courait pas après des gens qui avaient eu toutes les chances d'être présents et qui avaient clairement montré qu'ils ne le seraient pas. Le silence n'était pas une punition. C'était la paix. Et elle était sienne. Retourner au travail après le mariage ne ressemblait pas à un nouveau départ pour Julien. C'était comme entrer dans une version différente de sa vie. Non pas que quelque chose ait changé extérieurement. Le bureau était toujours le même, des tableaux blancs remplis de diagrammes, le bourdonnement familier des ordinateurs, l'énergie calme et concentrée d'une entreprise technologique en plein essor. Mais Julien avait changé. Il se tenait différemment maintenant. Il n'y avait plus ce désir subtil d'approbation, cet espoir inconscient qu'un jour ses parents ou sa sœur le regarderaient avec fierté. Ce poids avait disparu. Il retrouva Adrien, son ami de longue date et cofondateur, à leur réunion matinale habituelle. Adrien avait été à ses côtés à chaque étape, des nuits blanches pendant les années de démarrage à la première vague d'investisseurs qui les avaient ignorés, jusqu'au moment où ils avaient finalement signé leur premier client important. Il n'avait pas assisté au brunch. Il s'était tenu aux côtés de Julien à l'hôtel. Il finalisait la proposition pour un contrat d'infrastructure civique, des mises à niveau de ville intelligente pour la gestion du trafic dans plusieurs districts. Le conseil municipal avait été sceptique au début, hésitant à confier un projet aussi visible à une entreprise relativement jeune. Mais Julien avait passé des semaines à préparer une proposition non seulement solide, mais aussi visionnaire. Lors de la présentation finale, il se tint avec une conviction calme, expliquant comment leur système pourrait réduire la congestion de 22%, diminuer les émissions et améliorer la coordination des interventions d'urgence. Il n'y avait pas de gadget, juste des résultats. 3 jours plus tard, la ville leur attribuait le contrat. La valeur n'était pas seulement financière. Elle était réputationnelle. Un contrat au niveau de la ville signifiait la crédibilité. Le genre qui ouvre des portes, pique l'intérêt et vous fait passer de prometteur à confirmé. Julien appela Sophie dès qu'il apprit la nouvelle. Elle était dans un petit studio de design de l'autre côté de la ville,
où elle passait de longues journées à préparer sa propre présentation. Contrairement à Julien, dont le travail existait en code et en système, celui de Sophie vivait dans la couleur, la texture et l'espace. Elle concourait pour le rôle de designer principal pour une prochaine exposition culturelle soutenue par le ministère de la Culture et des Arts. Le projet visait à présenter l'évolution des communautés immigrantes de la ville, une intersection de design, de patrimoine et d'engagement public. Quand elle répondit au téléphone, essoufflée, il pouvait entendre l'excitation dans sa voix avant même qu'elle ne parle. « Je l'ai eu, dit-elle. Ils ont choisi mon concept. Je dirige toute l'exposition. » Ils se trouvaient aux deux extrémités de la ville, souriant dans leur téléphone comme des adolescents avec des secrets. En l'espace d'une semaine, tous deux étaient devenus des versions plus grandes d'eux-mêmes. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux n'avait à s'excuser de son ambition. Ce vendredi-là, ils assistèrent à un dîner de réseautage organisé par l'un des conseils d'innovation de la ville. Julien portait un simple costume bleu marine. Sophie arriva dans une combinaison pantalon noir cintré, minimaliste mais élégante. Ils ne connaissaient pas grand monde dans la salle au début, mais les présentations se firent facilement. Une poignée de main en amena deux. Deux se transformèrent en un cercle de conversation. À la fin de la soirée, ils avaient échangé des cartes de visite avec des urbanistes, des investisseurs, des directeurs de galeries et une présentatrice de nouvelles régionales qui avaient entendu parler de l'exposition de Sophie. Quelque chose changea après cette nuit. Les invitations commencèrent à arriver, de petits événements au début, un brunch de fin de semaine pour les entrepreneurs, une ouverture de galerie de design, une table ronde dans une université. Julien n'était pas le plus bruyant dans la salle, mais il n'en avait pas besoin. Les gens l'écoutaient quand il parlait. Son travail parlait plus fort, et Sophie, avec son œil pour les détails et son instinct pour les relations, se déplaçait avec grâce dans les cercles créatifs. Elle ne cherchait pas l'attention, mais l'attention la trouvait. Son exposition prit de l'ampleur bien avant son ouverture. Les magazines locaux la mentionnaient dans leur liste des « plus attendus ». Un fonctionnaire de la ville évoqua l'idée d'étendre l'installation en une exposition itinérante. Leurs noms commencèrent à apparaître dans des endroits que Julien n'avait jamais imaginés. Pas dans des titres tape à accent graveleuil et viraux, mais dans des coins discrets et respectables, le genre de mentions qui construisent les réputations lentement, soigneusement. Un soir, de retour d'un dîner sur un toit-terrasse organisé par une organisation à but non lucratif, Julien s'assit sur le balcon avec Sophie. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, douces et régulières. Il se tourna vers elle et dit « C'est étrange. Je pensais que le succès ressemblerait à un feu d'artifice, à une montée d'adrénaline. Mais ça, c'est comme trouver enfin un sol solide. » Sophie hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. « Parce que cette fois, nous ne prouvons rien à personne. Nous construisons juste quelque chose qui a de l'importance. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il repensa au mariage. Non pas à l'absence, mais à ce qui avait grandi à sa place. Dans le silence qui a suivi, lui et Sophie avaient avancé, non pas malgré ce qui avait été perdu, mais parce qu'ils avaient choisi de ne plus le porter. Leur ascension n'avait pas été soudaine. Elle avait été calme, délibérée, méritée, et elle ne faisait que commencer. Julien ne cherchait pas les projecteurs, pas naturellement. Mais lorsque l'opportunité de présenter le gala de charité annuel de la ville se présenta, il n'hésita pas longtemps. L'invitation ne venait pas de sa propre entreprise ou de ses relations, mais de Sophie. Son exposition avait attiré une attention médiatique inattendue. Les dirigeants municipaux louaient sa nuance, les critiques applaudissaient son humanité, et les sponsors se pressaient pour collaborer. L'un de ces sponsors siégeait au conseil d'administration du gala et, après avoir rencontré Sophie et appris le travail de Julien dans la technologie civique, suggéra son nom comme présentateur potentiel. Le gala n'était pas un petit événement. C'était le genre de soirée dont on parlait à voix basse à la mairie, qui faisait la une des magazines de fin de semaine et qui était résumée dans les nouvelles du lundi matin. Le bureau du maire enverrait des représentants. Un présentateur de nouvelles locales animerait aux côtés de Julien. Il y aurait des photos sur le tapis rouge, une couverture de presse officielle et une diffusion en direct pour les sponsors qui ne pouvaient pas y assister en personne. Julien accepta l'offre. Il ne le fit pas pour prouver quoi que ce soit. Il le fit parce que cela semblait être la prochaine bonne étape. Une autre brique dans la fondation que Sophie et lui construisaient. Et pourtant, au moment où ils commencèrent à planifier la liste des invités, une question silencieuse flottait dans la pièce. Devrions-nous les inviter ?
Sophie ne le pressa pas. Elle ne le faisait jamais. Elle demanda simplement, leur présence t'apporterait la paix ou la douleur? Julien ne répondit pas tout de suite. À la place, il fit défiler son téléphone, regardant la liste de contacts vides où sa famille se trouvait autrefois. Pas de nom, pas de numéro, juste un silence, organisé et intentionnel. Non, dit-il finalement. Cette soirée est pour les gens qui ont été présents. Ils gardèrent la liste restreinte, amis, collègues, mentors, des gens qui avaient investi en eux, non pas avec de l'argent, mais avec du soutien, des encouragements, de la confiance. Personne de sa famille ne figurait sur la liste. Mais le destin a toujours eu son propre sens de l'humour. Une semaine avant le gala, en examinant la liste finale des sponsors, Sophie repéra un nom qui la fit s'arrêter. Sarah Marchand. Ta cousine, demanda-t-elle, inclinant l'iPad vers lui. Julien cligna des yeux. Je ne m'y attendais pas, Sarah avait toujours été différente. Jamais aussi froide que Chloé, jamais ouvertement méprisante comme leurs parents. Elle n'était pas proche, mais elle n'était pas cruelle non plus. Quelques messages neutres de temps en temps, des félicitations polies après le mariage. C'était plus que ce que n'importe qui d'autre avait fait. Elle n'était pas invitée, bien sûr, mais elle ne s'incrustait pas non plus. Elle était inscrite comme invitée d'un sponsor d'entreprise, l'une des entreprises technologiques soutenant l'événement. Apparemment, elle avait gravi les échelons dans la division des relations publiques et assistait en tant que membre de leur équipe de communication. Cela ne dérangeait pas Julien. En fait, il se sentit étrangement rassuré par son nom. Elle n'était pas une ennemie. Elle était une spectatrice. Et dans certaines histoires, c'est tout ce dont on a besoin pour briser le silence. La veille du gala, le dernier courriel logistique arriva du coordinateur de l'événement. Une ligne vers le bas fit sursauter Julien. Nous avons reçu une préoccupation d'un individu concernant l'un des invités d'un sponsor. Veuillez noter que nous avons examiné la question et n'avons trouvé aucune raison de modifier la liste des invités. Il le transféra à Sophie. En quelques minutes, son téléphone sonna. C'était l'un de ses contacts du comité de planification. La personne ne dit pas grand-chose, mais elle en dit assez. Une certaine Chloé avait écrit aux organisateurs. Elle s'était identifiée comme un membre de la famille de l'hôte du gala et avait accusé Julien de semer la division au sein de la famille et d'utiliser une plateforme publique pour exclure et humilier. Elle n'exigea pas que Julien soit retiré. Elle savait que c'était impossible. Mais elle suggéra fortement que la présence de Sarah pourrait entraîner un malaise, de l'embarras, voire des complications de relations publiques pour l'événement. C'était voilé, mais à peine. Julien ne savait pas s'il devait rire ou se sentir mal. Elle n'était pas venue à son mariage. Elle s'en était moquée publiquement. Et maintenant, observant de loin, elle avait senti la scène grandir sous ses pieds et avait essayé de l'empoisonner. Sophie, calme comme toujours, dit simplement « Nous n'avons pas besoin de répondre. » Elle a déjà perdu. Mais Julien n'en était pas si sûr. Pas encore. Parce que ce que Chloé n'avait pas réalisé, c'est que ces mots ne révélaient pas seulement du ressentiment, ils révélaient de la peur. La peur que l'histoire lui échappe. La peur que la version de Julien qu'elle avait passé des années à rabaisser et dépasser le cadre qu'elle lui avait peint. Et bientôt, les lumières s'allumeraient, et il y aurait des caméras et des applaudissements, et aucune invitation ne lui serait envoyée. La soirée du gala arriva avec le genre de calme qui ne vient qu'après des semaines de planification minutieuse. La silhouette de la ville scintillait sous un ciel clair. Une file de voitures de luxe s'arrêta devant l'entrée du centre culturel du centre-ville, où l'événement caritatif avait été méticuleusement mis en scène. À l'intérieur, une lumière douce se déversait des lustres en cristal, illuminant des arrangements floraux créés par Sophie elle-même, sobres mais élégants, ancrés dans des tons chauds d'automne et un équilibre sculptural. Julien se tenait près de l'entrée avec le coordinateur de l'événement, accueillant les invités à leur arrivée. Il portait un smoking bleu nuit, taillé et impeccable, sa posture droite mais détendue. Il n'y avait aucun signe de nervosité. Pas ce soir. Plus maintenant. Des présentateurs de nouvelles locales planaient près du mur des photographes, microphone prêt. Les photographes prenaient des photos alors que les membres du conseil, les chefs d'entreprise et les artistes entraient. Des représentants du bureau du maire offraient de chaleureuses félicitations pour le succès à guichet fermé du gala. L'un d'eux serra même la main de Julien et dit « Nous avons entendu votre nom plus d'une fois ce mois-ci. » Julien sourit simplement et répondit « J'espère que c'était pour les bonnes raisons. »
Sarah arriva 20 minutes après le début du cocktail. Elle portait une élégante robe bordeaux et se déplaçait avec une grâce discrète, ne s'accrochant ni à Julien ni ne s'éloignant de lui. Elle se mêla facilement aux sponsors, échangea des salutations chaleureuses avec Sophie et fit un signe de la main polie lorsqu'elle fut présentée sur scène comme l'une des représentantes des donateurs. Il n'y avait aucun signe de Chloé, aucune apparition de Lina ou de François, aucun drame en coulisses. Et pourtant, leur présence flottait comme une ombre au bord de chaque lumière. Le dîner fut servi. Les conversations bourdonnaient doucement sous les cordes d'un quatuor live. Puis, alors que le dessert était débarrassé, la présidente de l'événement prit le micro pour présenter le dernier segment de la soirée, une brève remise de prix honorant les leaders locaux qui avaient eu un impact sur la ville par la technologie, le design et la collaboration communautaire. Julien en faisait partie. Alors qu'il montait sur scène, les applaudissements furent rapides et nourris. Il fit des remarques brèves, humbles et pleines de gratitude. Il remercia l'organisation caritative, son équipe, sa femme. Il parla de service, d'être présent et du travail silencieux de construire quelque chose de réel. Il conclut par une phrase qui résonna plus profondément qu'il ne s'y attendait. Parfois, être présent est l'acte le plus radical que l'on puisse faire. Alors qu'il se tournait pour descendre, Sarah se leva de sa table. La présidente, la reconnaissant, lui fit signe d'avancer. C'était imprévu. Il n'y avait eu aucune mention d'une déclaration de clôture, mais Sarah tenait le microphone avec un sourire calme. « Je n'étais pas censée parler », commença-t-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. « Mais je me sens obligée ce soir, non seulement en tant que donatrice, mais en tant que personne qui a suivi ce parcours depuis le premier rang. » Elle jeta un coup d'œil à Julien, puis au public. « Il y a des années, je me souviens que notre famille discutait de qui, parmi les petits-enfants, porterait le flambeau. Chloé était toujours le nom sur toutes les lèvres. C'était elle que tout le monde pensait voir réussir, celle qui recevait l'attention, les éloges, les projecteurs. Un léger murmure parcourut la foule. Mais la vérité, continua Sarah, c'est que Chloé n'a jamais répondu présent. Pas quand ça comptait, pas quand c'était difficile, pas quand il le fallait. Elle laissa le silence s'installer. Mais Julien, si. Discrètement, constamment, avec intégrité, il a construit quelque chose avec du cœur. Et ce soir, nous sommes assis au sein de cette vision. Alors, je le dirai clairement pour que ce soit enregistré. Elle marqua une pause, regarda les objectifs des caméras braqués sur elle depuis la rangée de la presse. Ce prix était autrefois destiné à Chloé, mais c'est son frère, Julien, qui répond vraiment présent. La salle resta immobile. Puis les applaudissements éclatèrent, lents au début, puis se transformant en une véritable ovation debout. Julien ne bougea pas. Il ne hocha pas la tête. Il ne sourit pas. Il se tenait juste là, les yeux fixés sur Sarah, comprenant exactement ce qu'elle venait de faire. Plus tard dans la nuit, alors que les invités partaient et que les équipes des médias commençaient à télécharger des extraits, Sarah posta une vidéo sur sa propre page professionnelle. Elle ne durait que 48 secondes, son discours non coupé, avec une simple légende, l'héritage ne s'hérite pas, il se gagne. Et elle identifia un seul nom, seulement Julien. En quelques heures, le clip s'était répandu. Il fut repris par des pages d'entreprises locales, des forums de la ville et un blog d'inspiration régionale. Ce n'était pas viral au sens traditionnel du terme, mais il atteignit les bons yeux, ceux qui comptaient. À 8h43 le lendemain matin, Lina le vit. À 9h15, François transféra le lien à Chloé avec un seul message, « Tu savais qu'elle avait dit ça ?» À midi, la boîte de réception de Chloé contenait plusieurs messages de connaissances et de collègues. L'un demandait, « C'est ton frère dont tout le monde parle ?» Le silence qui suivit n'était pas de l'indifférence. C'était une réalisation stupéfaite et amère. Parce que cette fois, le projecteur n'avait pas manqué Julien. Il l'avait trouvé, et il était resté. Le lendemain du gala se leva avec une sorte de clarté qui ne vient qu'après le passage d'une tempête. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre principale de Julien et Sophie. Dehors, l'eau de la baie scintillait, calme et imperturbable. Sophie était déjà debout, préparant du café dans la cuisine en bas. Julien resta immobile un instant, laissant le calme l'imprégner. Pas de smoking, pas de discours, pas d'attente, juste de l'air et de la paix. Puis son téléphone s'alluma. L'écran était déjà encombré, les notifications empilées comme un jeu de cartes effondré. Au début,
il pensa que c'était l'effervescence habituelle d'après-événement, des textos de collègues, des notes de remerciement de donateurs, ou peut-être Sophie l'identifiant sur quelques photos des coulisses. Mais quand il le déverrouilla, la vérité le frappa comme une bouffée d'air froid. Il y avait 110 appels en absence. Il fixa le nombre pendant un long moment, figé. D'abord Chloé, des dizaines d'appels manqués, puis maman, puis papa. C'était comme regarder une horloge se remonter à l'envers, comme si toutes les années où il n'avait pas appelé, pas pris de nouvelles, pas manifesté d'intérêt, étaient maintenant remboursées en une seule nuit frénétique. Chloé avait laissé un message, pas un message vocal. Elle n'aimait jamais sa voix enregistrée, juste un texto, court et sec. C'était ton événement? Ça avait l'air grand. Pas de ponctuation, pas de félicitations, pas de chaleur, juste une curiosité déguisée en connexion. Elle ne demandait pas par fierté. Elle demandait parce qu'elle n'avait pas su. Parce que quelqu'un d'autre le lui avait montré, probablement Sarah, probablement à travers la vidéo, et maintenant elle voulait une part de ce qu'elle avait si fièrement refusé de voir. Julien ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, une deuxième notification glissa sur l'écran. Lina, sa mère. Son message était plus long, légèrement. Nous ne nous en rendions pas compte. Pouvons-nous parler? Julien le lut 2 fois. Nous ne nous en rendions pas compte. Il faillit éclater de rire. Mais ce n'était pas le genre de rire qui vient de l'amusement. C'était le genre qui vient quand l'ironie est si mordante qu'elle n'en est même plus douloureuse. Il ne s'en rendait pas compte. Il ne s'en rendait pas compte quand ils ont manqué son mariage. Il ne s'en rendait pas compte quand ils s'en sont moqués depuis une table de brunch. Il ne s'en rendait pas compte quand ils ont posté des photos de spa pendant ses vœux. Quand ils ont porté un toast à Chloé sans autre raison que son existence. Quand ils n'ont rien dit pendant qu'il disait « Oui, je le veux ». Il ne s'en rendait pas compte alors, mais il s'en rendait compte maintenant. Maintenant que son nom était imprimé dans les pages mondaines, maintenant que les journalistes le citaient, maintenant que les dirigeants de la ville lui serraient la main en disant « Nous avons de la chance de vous avoir dans cette communauté ». Maintenant, il s'en rendait compte. Sophie entra dans la pièce, 2 tasses à la main. Elle ne dit rien. Elle en posa simplement une sur la table de chevet à côté de lui et jeta un coup d'œil à son téléphone. Il lui montra l'écran. 110 appels en absence. Elle ne halta pas, ne jura pas, prit juste une longue gorgée de sa tasse et dit « Ils ont vu la vidéo ». Julien hocha la tête. « Ils ont vu à quoi ça ressemble quand quelqu'un est présent », ajouta-t-elle. Il ne dit pas grand-chose après ça. Qu'y avait-il à dire? Il ne supprima pas les messages. Il ne les bloqua pas non plus. Cela aurait nécessité de l'énergie, de l'intention, de l'émotion, et Julien leur en avait déjà donné assez pour toute une vie. Au lieu de cela, il ferma l'application de messagerie, éteignit le téléphone et le posa sur la table de chevet, face contre table. Puis, il prit son café et se dirigea vers le balcon. En bas, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait. Des voitures passaient. Des gens faisaient du jogging. Un ferry traversait l'eau comme un lent couteau. La vie continuait, non pas à cause d'eux, non pas malgré eux, mais entièrement sans eux. Et c'était la chose la plus puissante de toutes. Ils n'avaient pas besoin de vengeance. Ils n'avaient pas besoin de confrontation. Parce que ce silence, ce calme inébranlable, était le règlement de compte. Ils avaient choisi de ne pas faire partie de sa vie. Maintenant, ils regardaient de l'extérieur, pressant leur visage contre la vitre pendant que la chaleur de la pièce continuait sans eux. Julien se tenait là, une main sur la balustrade du balcon, et murmura « Trop tard ». Les appels ne revinrent jamais. Après ce matin-là, où Julien ignora 110 tentatives manquées de revenir dans sa vie, la discussion de groupe familial devint silencieuse. Plus d'émojis d'anniversaire. Plus de mises à jour sarcastiques du type « Chloé a encore eu une promotion ». Plus de liens passifs-agressifs vers des albums de réunions de famille dont il ne faisait jamais partie. Juste le silence. Et c'était le son le plus paisible qu'il ait jamais connu. Les semaines passèrent, puis les mois. Le studio de design de Sophie, autrefois un rêve douillet et plein d'espoir né dans une cuisine partagée autour d'un vin bon marché et de croquis de fin de soirée, était maintenant la coqueluche de l'industrie. Son dernier projet, un centre d'art communautaire, avait attiré l'attention de Création Actuelle, l'une des plus grandes publications nationales. Son visage apparut dans un article d'une page entière,
souriant devant des pièces modernes et audacieuses qui capturaient à la fois la fonctionnalité et l'émotion. Julien ne dit pas grand-chose quand il le vit en kiosque. Il acheta simplement 3 exemplaires, en tendit un à Sophie sans un mot, et glissa les 2 autres dans un portefeuille en cuir qu'il gardait pour les moments qu'il voulait se remémorer à sa manière. Puis vint le courriel. Un sommet national sur la technologie, tenu à Paris, l'invita à parler de l'infrastructure éthique et de l'avenir de la collaboration publique-privée. Pas seulement comme panéliste, mais comme orateur principal. Son nom devait être imprimé sur des bannières, du matériel promotionnel et des cordons pour des milliers de participants. Une scène, un projecteur, et pas une seule personne dans le public ne serait son père, sa mère ou sa sœur. Et c'était exactement comme ça que ça devait être car, à ce moment-là, Julien avait cessé de construire des choses pour leur prouver qu'ils avaient tort. Il les construisait parce qu'elles étaient justes pour le monde auquel il appartenait désormais. Après le sommet, après le 2e article de magazine de Sophie, après que l'entreprise de Julien ait ouvert son 3e bureau régional, ils décidèrent qu'il était temps. Ils trouvèrent une maison nichée dans les falaises d'Aise. Ce n'était pas un manoir, ni une maison moderne et minimaliste. C'était exactement ce qu'ils voulaient. De grandes fenêtres, un plan ouvert, des poutres en bois qui rappelaient à Julien la grange de son grand-père, et une terrasse qui surplombait les vagues. Le week-end, ils organisaient des rassemblements, pas des galas, pas des dîners formels, mais des soirées intentionnelles. Artistes, ingénieurs, écrivains, éducateurs, leaders communautaires, des gens qui croyaient au fait d'être présents, d'écouter et de contribuer. Julien construisit lui-même un foyer extérieur dans le jardin. Sophie accrocha des guirlandes lumineuses dorées et douces dans les arbres. Ils appelèrent cela du réseautage discret, et c'est rapidement devenu l'une des invitations les plus recherchées de leur cercle. Et toujours, aucune invitation ne fut envoyée à Lina, François ou Chloé. Non pas que Julien leur en voulait, mais parce qu'ils s'étaient exclus eux-mêmes de l'histoire, et ils n'avaient aucune intention de les y réintégrer. Occasionnellement, quelqu'un demandait « Parlez-vous encore à votre famille ?» Julien souriait doucement, sirotait sa boisson et disait « J'ai une famille ». Puis il faisait un signe de tête vers Sophie, qui riait avec des invités sous les guirlandes lumineuses, ses yeux reflétant la chaleur d'une vie qu'ils avaient construite ensemble. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que le feu crépitait avec du petit bois frais, Julien se tenait tranquillement au bord de la terrasse, regardant les vagues déferler. Un invité s'approcha, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de Paris, les yeux écarquillés, qui avait lu des choses sur lui mais ne l'avait jamais rencontré. « Je suis votre travail depuis des années, dit l'homme. Mais ce que vous faites ici, cet espace, c'est différent. C'est personnel. » Julien y réfléchit. « Ça l'est, dit-il finalement. Nous avons longtemps pensé que nous devions mériter notre place à la table de quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'il est plus facile de construire la sienne. » L'invité sourit, hocha la tête et rejoignit les autres. Julien resta un instant de plus, seul avec la brise, l'océan et le doux murmure des voix derrière lui. Il n'avait plus besoin de reconnaissance. Il n'avait plus besoin de permission. C'était un héritage, non pas reçu, non pas transmis, mais gagné avec chaque brique de silence, chaque clou de dignité et chaque poutre de défi tranquille qui disait « Je ne suis pas celui que vous aviez décidé que je serais. Je suis celui que j'ai choisi de devenir. » Tout a commencé par un article. Un magazine de luxe sur la famille et le style de vie, largement lu par les professionnels et les retraités d'âge mûr, publia un article intitulé « Quand le silence devient cruauté, comment la rupture familiale brise silencieusement les familles ». L'article s'ouvrait sur une photo saisissante du gala de Julien, une vue d'ensemble de la salle de bal sous des lumières dorées, avec Julien sur scène, flanqué de dirigeants de la ville et de responsables d'organisations caritatives. Sophie se tenait à ses côtés, radieuse et confiante. La légende disait, Julien Dubois, animateur principal du gala de l'Harmonie, qualifié d'événement privé le plus marquant de l'année. Mais l'article ne portait pas sur le gala lui-même. Il portait sur ce que l'auteur appelait la cécité familiale sélective. L'article explorait comment, dans le foyer français, certains enfants sont érigés en stars tandis que d'autres sont tranquillement effacés, non pas par des disputes bruyantes, mais par une absence constante. Une citation, en gras au milieu de la page, a touché une corde sensible dans tout le pays. Parfois, la trahison la plus douloureuse n'est pas ce que votre famille dit, c'est ce qu'elle refuse de reconnaître. À mi-parcours, l'article mentionnait Julien par son nom. Son histoire était paraphrasée, un ingénieur et philanthrope à succès dont le mariage avait été boycotté par sa famille immédiate sans explication,
pour que ses réalisations reçoivent plus tard une reconnaissance nationale. L'auteur ne nommait jamais Chloé, ni Lina ou François, mais quiconque les connaissait n'avait pas besoin de deviner. L'effet d'entraînement fut rapide et local. Chloé était assise à un brunch avec deux amies du travail quand c'est arrivé. L'une d'elles sortit son téléphone, faisant défiler en pleine conversation, puis s'arrêta. « Oh, waouh » dit-elle. « Chloé, n'est-ce pas ton frère ?» Chloé cligna des yeux. « Quoi ?» La femme tourna le téléphone vers elle. Ce type, Julien Dubois, l'animateur du gala de cette organisation caritative technologique. Il est dans Famille et Héritage. Il parle de rejet familial. Et elle marqua une pause, puis ajouta prudemment, « Tu as mentionné une fois que tu avais un frère nommé Julien. » La gorge de Chloé se serra. L'atmosphère changea. Elle jeta un coup d'œil à la photo. C'était lui. Bien sûr que c'était lui. Sa posture, son visage, cette confiance tranquille. Le même homme pour lequel elle avait levé les yeux au ciel quand il avait obtenu une bourse. Le même homme à qui elle avait dit « Ne nous attends pas », quelques jours avant son mariage. Chloé força un petit rire. « Oh, oui, c'est lui. Il s'en sort bien, je suppose. » La deuxième amie intervint. « Vous devez être proches. » Cet événement avait l'air incroyable. Elle se figea. Sa fourchette resta en suspens. Une rougeur monta à son cou. Pendant un instant, sa voix lui manqua. Elle attrapa son verre d'eau pour couvrir le silence. « Nous ne nous sommes pas vraiment parlé depuis un moment, » marmonna-t-elle, puis elle changea de sujet. Mais la question resta sur la table, sans réponse. Ce soir-là, elle le chercha sur Google. Non par fierté, non par curiosité, mais pour confirmer ce qu'elle craignait déjà. Le monde le connaissait maintenant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Articles, récompenses, témoignages, photos. Le bureau du maire avait même repartagé un extrait de son discours sur l'impact communautaire, avec plus de 80 000 vues, et ça continuait. Chloé ferma son ordinateur portable et resta assise en silence. Chez ses parents, Lina avait lu le même article. Elle ne dit rien au début, plia simplement le magazine et le plaça sous une pile de courrier. François le vit plus tard, mais ne dit rien. Ils n'en parlèrent pas ce soir-là, ni le lendemain. Mais quelque chose changea. Les voisins commencèrent à poser des questions. « À l'épicerie, j'ai vu votre fils à la télévision. » C'était tout un événement. À l'église, il doit tenir cette intelligence de quelqu'un, hein. Au club de lecture de Lina, avez-vous vu l'article sur le favoritisme familial? Ça fait vraiment réfléchir. Chaque question frappait comme un léger coup de marteau sur la poitrine. Pas fort, pas cruel, juste persistant, inévitable. Chloé commença à sauter les brunchs. Lina refusa des invitations. François éteignit les nouvelles locales plus souvent qu'avant. Et lentement, ils commencèrent à comprendre quelque chose de simple et brutal. Ils n'étaient plus au centre de son histoire. Ils étaient des notes de bas de page, et encore. Julien n'essayait pas de leur faire du mal. C'est ce qui rendait les choses pires. Il n'avait pas posté de diatribe en ligne. Il ne leur avait pas envoyé de lettres dramatiques. Il ne les avait pas embarrassés publiquement. Il ne les avait même pas nommés. Tout ce qu'il faisait, c'était vivre. Vivre bien, vivre visiblement. Vivre sans eux. Et ce faisant, il avait exposé la vérité qu'il s'était efforcé de nier. Leur silence n'avait jamais été neutre. C'était un acte, un choix bruyant et durable. Et maintenant, il vivait avec son écho. L'onde de choc de l'article persista pendant des semaines. Julien ne la suivit pas. Il ne publia rien à ce sujet. Il ne répondit pas aux appels qui suivirent. Sa vie continua à un rythme régulier, réunions, vernissage de Sophie, dîner tranquille avec vue sur la mer. Il avait déjà appris qu'ignorer le bruit était une forme de victoire en soi. Mais le silence n'a jamais empêché les autres d'essayer de le combler. Un soir, de retour d'une réunion tardive avec des responsables de la ville, Julien s'assit à son bureau pour consulter sa boîte de réception. La plupart des messages étaient routiniers, mise à jour de projets, demandes de la presse, invitations à des conférences. Mais un objet de courriel le figea. 2. Chloé Dubois objet, prise de contact. Il cliqua. Le courriel était soigneusement rédigé, avec ce mélange de tons désinvoltes et de formulations calculées qu'il connaissait si bien. Il commençait par une simple ligne.
Nous avons tous fait des erreurs. Chloé ne mentionnait pas de détails. Elle ne s'excusait pas de s'être moquée de son mariage. Elle ne reconnaissait pas le direct, le brunch, les photos de spa, ni le silence qui avait suivi. Au lieu de cela, elle s'appuyait sur des mots vagues. Tu nous manques. La famille, c'est compliqué. N'accrochons pas au passé pour toujours. Julien le lut une fois, puis une autre. Pendant un instant, juste un instant, il envisagea de répondre. Une seule phrase pour reconnaître son effort. Peut-être que cela allégerait le poids, ne serait-ce qu'un peu. Peut-être que cela soulagerait Sophie de savoir que le pont n'était pas entièrement brûlé. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Puis son téléphone vibra. C'était Adrien, qui transférait une note interne d'un de leurs contacts en relations publiques. Objet, déclaration de la famille concernant la presse récente. Julien l'ouvrit. En haut figurait le nom de Chloé. Le message était clair. Bien que nous soyons fiers des réalisations de Julien, il est injuste de le présenter comme une victime. Il a exagéré des affaires familiales privées à des fins personnelles et a utilisé le récit de la rupture familiale pour construire son image publique. Nous lui souhaitons bonne chance, mais nous espérons que les médias reconnaîtront qu'il y a deux côtés à chaque histoire. Julien se renversa dans son fauteuil. Ses mains tombèrent sur ses genoux. Les deux écrans, le courriel d'excuses ouvert et la déclaration de trahison transférée, le fixaient, côte à côte. La contradiction dans sa forme la plus pure, celle qui n'a pas besoin d'explication. Ce n'était pas seulement de l'hypocrisie. C'était une preuve. La preuve que les excuses n'avaient jamais été une question de remords. C'était une question d'image. Chloé n'essayait pas de faire la paix. Elle essayait de sauver la face. Et elle avait supposé, comme toujours, que Julien céderait. Mais cette fois, il ne le fit pas. Sans hésitation, il retourna dans sa boîte de réception. Il sélectionna le message de Chloé, celui qui commençait par « Nous avons tous fait des erreurs ». Son curseur plana brièvement sur le bouton de réponse, puis glissa plutôt sur « Supprimer ». Le courriel disparut dans le vide numérique, effacé aussi proprement que s'il n'avait jamais été envoyé. Puis il ouvrit son téléphone. Un par un, il les bloqua tous. Chloé, sa mère, son père, même les parents éloignés qu'il avait parfois contactés avec des plaisanteries sans conviction. Chaque lien coupé, chaque ligne sectionnée. Pas par colère, pas par vengeance, par finalité. L'appareil semblait plus léger dans sa main quand il eut terminé. Pour la première fois depuis des années, son téléphone lui appartenait entièrement. Plus de culpabilité intrusive, plus de fausses réconciliations, plus d'attente de mots qui ne signifiaient jamais ce qu'il prétendait. Sophie le trouva quelques minutes plus tard, debout près de la fenêtre, le téléphone toujours à la main. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Elle le vit dans ses yeux. Pas de soulagement, pas de triomphe, mais une clôture. Il se tourna vers elle et dit simplement « C'est fait ». Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, pas de chagrin, juste de la certitude. Et avec cela, Julien ferma le dernier chapitre d'un livre qu'il n'avait jamais voulu écrire, mais qu'il avait enfin terminé. La soirée était chaude, le genre de nuit d'été côtière qui semblait tisser d'air salin et de rire. La terrasse sur le toit de Julien et Sophie brillait sous des guirlandes de lumière dorée douce. La maison, perchée contre les falaises, donnait sur l'océan. Mais ce soir, personne ne prêtait attention aux vagues. La musique de la conversation emplissait l'air, rompue seulement par des éclats de rire occasionnels de petits groupes d'invités tenant des verres de vin et des assiettes d'amuse-gueule soigneusement choisies. C'était le genre de rassemblement que Julien n'imaginait autrefois exister que dans la vie des autres. Des entrepreneurs à succès, des designers, des dirigeants municipaux se mêlant avec aisance. Et pourtant, il était là, au centre de tout cela, non pas comme un étranger, non pas comme quelqu'un essayant de prouver sa valeur, mais comme l'homme qui avait construit ce monde pièce par pièce, selon ses propres termes. Sophie se déplaçait avec grâce parmi les invités, faisant les présentations, suscitant des conversations, son sourire aussi radieux que le soir où il l'avait épousée. Alors que la soirée avançait, un invité que Julien n'avait pas encore rencontré s'approcha de lui près de la balustrade de la terrasse. C'était un homme plus jeune, peut-être un journaliste ou un associé prometteur, curieux et légèrement hésitant. Il leva poliment son verre avant de poser la question qui flottait dans l'esprit de beaucoup mais que peu osaient exprimer. « Avez-vous déjà eu des nouvelles de votre famille ?» Julien laissa les mots en suspens un instant. Il se tourna légèrement,
captant les lumières de la ville qui scintillaient au loin, l'horizon vivant d'un mouvement silencieux. Il ne soupira pas. Il ne fronça pas les sourcils. Au lieu de cela, un calme demi-sourire s'installa sur son visage, le genre de sourire qui ne venait pas de l'amusement mais d'un endroit au-delà de la déception. Ils ont essayé, dit-il, sa voix ferme, ni tranchante ni douce. Mais je ne pense pas qu'ils aient réalisé à quel point je suis allé loin. L'invité hocha lentement la tête, sentant la finalité de la réponse, et orienta sagement la conversation vers un autre sujet. Pour Julien, il n'y avait plus d'amertume à déballer, plus de douleur cachée à révéler. La distance ne se mesurait pas en kilomètres ou en années. Elle se mesurait dans la vie que Sophie et lui avaient construite. Une vie si riche, si intentionnelle que le passé n'avait plus de poids. Plus tard, alors que les invités trinquaient pour un dernier toast, Julien se dirigea vers Sophie. Elle se tenait près du bord de la terrasse, ses cheveux captant la lumière, son rire se mêlant à la musique de la soirée. Il se glissa à côté d'elle, lui tendit un verre de vin frais et leva le sien. Pendant un long moment, ils restèrent ensemble, face à la ville en contrebas. La ligne d'horizon scintillait. L'océan respirait régulièrement contre les falaises. Et les voix derrière eux se fondirent en un doux chœur. Julien leva légèrement son verre, non pas pour porter un toast à la foule, mais comme une reconnaissance silencieuse envers lui-même. Pas de tristesse, pas de colère, juste la liberté. Il se tourna vers Sophie, leurs épaules se frôlant, et ne dit rien du tout. Car dans ce silence, plein, stable et incassable, se trouvait tout ce dont il avait jamais eu besoin. Et cette fois, c'était un silence qui lui appartenait entièrement. Et cela nous amène à la fin de l'histoire de Julien. Un parcours qu'il a mené d'être rejeté et ignoré à la construction d'une vie si pleine, si intouchable que ceux qu'il avait autrefois négligés ne pouvaient qu'observer de l'extérieur. Son silence est devenu sa force, et son succès a parlé plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez à la place de Julien, auriez-vous répondu à ses appels, ou auriez-vous choisi le silence, vous aussi? Pensez-vous que couper les ponts était la seule voie à suivre, ou la famille devrait-elle toujours avoir une autre chance? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos perspectives rendent ces histoires encore plus puissantes. Et si cette histoire vous a captivé jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez jamais le prochain drame, la prochaine vengeance ou le prochain récit qui nous rappelle comment les choix, grands et petits, peuvent façonner une vie.